Je voulais savoir comment la grande histoire avait bousculé leur vie. Tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. C'était terminé. Nous repartions en France, inconnus. Complètement démunis. Et je voulais comprendre pourquoi ce silence dans les familles depuis 60 ans. Quand on est un ouvrier, on est un ouvrier. Je suis obligée de me taire. Et là, ça a provoqué vraiment un éclatement familial. Il fallait pas se faire remarquer. Ce déni de mon histoire. Ma fille reste à ta place. On a été des gênants. Infiniment marquée. Ils sont nés en Algérie entre 1930 et 1962. Ils ont vécu la guerre, l'exode, l'exil et ont perdu tout ce qui leur était cher. Ils sont les derniers, ou presque derniers témoins de cette histoire de France en Algérie. Nul ne sait combien il en reste aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro, cette nouvelle émission du Grand Entretien. On est aujourd'hui avec Nicole Guidicelli qui vient nous parler d'un podcast assez important, d'assez intéressant, d'assez étonnant. Et on a voulu s'intéresser et comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'était lancée dans cette aventure de ce podcast qui s'appelle « Et de nous, qui se souviendra ?» Nicole Guidicelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le nom de votre podcast « Et de nous, qui se souviendra ?» De quoi s'agit-il? C'est l'histoire des Pieds Noirs, c'est ça? Oui, ce sont des récits de Pieds Noirs, des récits de vie. Et c'est un titre que j'ai emprunté à une chanson. Et c'est une question que tous les Pieds Noirs se posent aujourd'hui parce que les Pieds Noirs sont âgés, ils disparaissent petit à petit. Et ils se demandent toujours finalement qui va se souvenir d'eux. Alors évidemment, si ce sujet vous concerne, c'est souvent parce qu'il y a un lien avec une histoire personnelle. Vous êtes né en Algérie en 1960, on peut dire la date, c'était 2 ans avant l'indépendance. Ouais. Donc vous n'avez pas forcément de grands souvenirs de ce pays, mais vos parents, donc, ils sont arrivés en France. Est-ce qu'ils vous en parlaient du coup de cette histoire ou très peu en fait? Mes parents étaient relativement discrets parce que d'abord ils avaient envie de tourner la page de cette histoire douloureuse. Et puis en plus, ils avaient pas tellement envie de nous léguer ce fardeau-là. Ils avaient envie que leurs enfants s'intègrent du mieux possible dans la société française. Et puis en parler, c'était aussi prendre le risque de prêter le flanc à la stigmatisation qui avait cours dans la société française de l'époque. Et c'était difficile pour eux d'en parler. Et ce qui était aussi compliqué, c'est que les Pieds Noirs, comme mes parents, comme tous les Pieds Noirs, étaient très occupés à travailler, à s'intégrer, à trouver un logement, à trouver du boulot, à élever leurs enfants, à travailler parfois le jour et la nuit. Et il n'y avait pas tellement le temps pour la De parole. se prendre du temps pour eux, d'essayer de comprendre où ils venaient. Il y avait à la fois peut-être parfois la difficulté, la douleur, le chagrin, parfois la honte, le fait d'être appelé ainsi comme ça, parce que c'est vrai que le terme de Pieds Noirs, pour ceux qui ne connaissent pas, alors on ne va pas se lancer dans une exégèse, parce que je crois que personne n'a l'exacte définition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas forcément facile à porter, et que même les populations ne se reconnaissaient pas toujours dans ce terme un peu péjoratif. Tout à fait. Quand ils sont arrivés en métropole en 62, les Pieds Noirs ont fait la connaissance de vocabulaire nouveau, le mot colon, le mot pied noir, le mot rapatrié. Il y a beaucoup de mots, c'est un vocabulaire qu'on leur a attribué et dans lequel ils ne se sont pas retrouvés. Et petit à petit, le mot pied noir avait une connotation péjorative, mais petit à petit, ils l'ont adopté parce que c'est devenu presque un repère identitaire. C'est quelque chose qui les soudait entre eux, qui faisait communauté. Et qui faisait communauté. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'envie, une sorte de besoin un peu irrépressible tout d'un coup d'aller écouter la mémoire des Pieds Noirs peut-être parce que vous n'avez pas eu le temps de le faire suffisamment avec votre père. Peut-être vous a-t-il pas suffisamment raconté son histoire? Eh bien, lorsque papa a été diagnostiqué Alzheimer, j'ai entrepris de lui faire raconter son histoire dans des promenades tout au long de la plage, au bord de la Méditerranée, et j'ai réussi à avoir quelques bribes de son histoire. Et moi-même, j'ai grandi dans cette famille qui a été déracinée, qui a été arrachée à cette terre natale, en n'ayant que des fragments d'histoire, des bribes de mémoire. Et en écrivant l'histoire familiale, j'ai pu reconstruire en quelque sorte le récit familial, le récit de mon histoire familiale. Et puis à la mort de mon père, j'ai eu envie de donner la parole à d'autres Pieds Noirs
parce que je trouve que les Pieds Noirs n'ont pas pris suffisamment la parole de leur fait, pour un certain nombre de raisons qui tiennent à eux, mais aussi parce que la société française n'a pas pu accueillir cette parole. Alors c'est comme ça que vous avez décidé de vous lancer dans un podcast. Je suppose qu'on en entend d'ailleurs un peu de la bande-annonce de ce podcast. Je suppose que le format sonore, pour le coup, n'est pas choisi au hasard. C'était peut-être pour qu'on entende davantage leur voix et parce qu'ils n'avaient pas eu la parole en fait suffisamment. C'est ça le choix de cette idée du podcast? C'est ça. C'est vraiment de faire entendre une voix, parfois leur donner la possibilité de restituer une certaine vérité qui est leur vérité, celle qui correspond à leur récit de vie, à leur histoire. Et c'est vrai que pour moi, le podcast est un outil un peu symbolique qui finalement va réparer une parole qu'ils n'ont pas pu prendre, qu'ils n'ont pas pu porter au devant de la société française. Et parfois dans leur famille, parce que souvent dans leur famille, il y a eu beaucoup de silence. Comme il y avait eu, peut-être pour des générations comme ça de parents qui avaient été soit déportés, soit prisonniers de guerre, etc., qui n'ont raconté pas du tout. Mes grands-parents ont mis beaucoup de temps à me raconter un certain nombre de choses sur ce qui se passait pendant la guerre et on découvre presque sur leur lit de mort qu'ils avaient eu ce parcours de vie en fait. Exactement. Quand il y a des traumatismes très forts, il est difficile de mettre des mots sur ces traumatismes et souvent c'est la génération des petits-enfants qui commencent à poser des questions et c'est à ce moment-là que ceux qui ont vécu ces traumatismes peuvent parler un petit peu. Se libèrent. Comment est-ce que vous avez construit du coup l'écriture, le scénario autour de ces podcasts? Comment vous choisissez, j'allais dire presque, les personnages sont des personnalités, c'est-à-dire que vous avez aussi décidé de les écouter pleinement eux, pas au service, pas en témoignage, mais c'est leur histoire à eux que vous avez voulu raconter et écouter. Comment est-ce que vous construisez, comment vous les choisissez, comment ça se passe? En tout cas, oui, j'ai voulu, chaque récit fait l'objet d'un épisode. Ça veut dire que leur parole n'est pas là pour illustrer la parole d'un expert ou la parole d'un historien ou d'un journaliste. Je donne toute la valeur, toute la place à leur parole et c'est une façon pour moi de leur dire « votre parole a de la valeur, nous vous écoutons » en fait, parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Et donc j'ai choisi quelques témoins après avoir recueilli plusieurs possibilités. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de témoigner. Oui, il y a des personnes qui... Qu'est-ce qu'ils vous disent dans ces cas-là? Ils ont peur de quoi en fait? D'abord ça leur fait trop mal, encore 60 ans après ça fait mal. C'est une histoire tellement douloureuse, tellement enfouie, où on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de guérison à l'œuvre en fait, il n'y a pas eu de possibilité de guérison. Et ce sont des gens qui souvent vont partir avec cette douleur. Et ça a fait tellement mal qu'ils n'ont pas pu transmettre. Donc, la société française n'a pas toujours été non plus très... Alors je ne sais pas si c'est prête, mais en tout cas facilitante. C'est une histoire très douloureuse qui s'est passée avec l'Algérie. On a l'impression que de part et d'autre, il y a encore des passerelles à construire. C'est aussi ça que vous voulez faire à travers ce témoignage, c'est qu'on puisse écouter autrement aussi à la fois leur peine et leur tristesse et leur douleur. Oui, je pense que la société française n'était pas prête, n'était pas préparée d'abord à cet exode massif des Pieds Noirs et elle avait une méconnaissance phénoménale de ce qu'était l'Algérie française avec un certain nombre de clichés, d'a priori qui faisaient passer tous les Pieds Noirs pour des gros colons alors que on voit très bien quand on regarde leur parcours migratoire qu'ils étaient eux-mêmes issus de différentes générations de migration des différents pays européens et quand ils sont arrivés en France, ce sont des gens qui n'avaient rien que quelques affaires dans une valise et donc oui, la société française n'a pas été tendre et 60 ans après, on peut dire que cette méconnaissance perdure en fait. C'est aussi ça que vous avez voulu sans doute réparer. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de quelques-uns ou quelques-unes des personnalités que vous avez rencontrées dans cette première saison, 5 épisodes? Je crois que la première s'appelait Marie-Jeanne, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Comment vous l'avez rencontrée? Marie-Jeanne, elle nous raconte son enfance heureuse à Saïda, où elle disait que toutes les mères de toutes les confessions juives, arabes, catholiques roulaient ensemble la semoule de couscous et elle me dit mais on était tous ensemble. Donc elle parle
de ces liens, de ce vivre ensemble qu'il y avait dans son enfance. Et ce sont des valeurs qui ne l'ont jamais quittée, c'est-à-dire que dans toute sa trajectoire professionnelle, personnelle, elle a cultivé le vivre ensemble, elle a cultivé l'art le fait de la différence, d'accepter les autres avec leurs différences, et ça l'a beaucoup, elle a beaucoup travaillé sur elle-même, elle a dû reconstruire son identité, vérifier que ses souvenirs étaient exacts, elle est repartie en Algérie pour vérifier que ses souvenirs étaient encore valables et exacts, parce que il y a eu un choc des représentations et ça a presque semé le doute dans la mémoire des gens en disant est-ce que c'est bien ce que j'ai vécu? On nous dit qu'on a été des gros colons et c'est pas ce qu'on a vécu. Et ce choc des représentations a été d'une violence pour la reconstruction identitaire des Pieds Noirs. Ils ont été pris dans un capharnaüm identitaire en fait. Ça c'est Marie-Jeanne, mais il y a eu aussi Michel qui nous raconte l'enlèvement de son père après les accords d'Évian. Son père qui avait fait le choix de ne pas rentrer en bateau en 62 avec son épouse et ses enfants, qui était vétérinaire, qui soignait les animaux des Arabes et qui a été enlevé par les FLN. Et il y a d'autres témoins. Et puis il y en aura certainement d'autres. Je suppose que vous, à titre personnel, c'est évidemment quelque chose que vous portez, puisque c'est vous qui avez décidé de vous lancer dans cette aventure, de la produire, de la construire, de l'enregistrer, d'aller chercher des témoignages. C'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que ça vous procure, soit comme émotion, soit comme satisfaction, le fait de pouvoir donner la parole? Est-ce que pour vous, c'était aussi important dans votre propre histoire d'entendre celle des autres? Oui, ça correspond un peu à une envie de mémoire, une envie de réparer une certaine injustice, un besoin de donner la parole, un besoin de faire exister cette mémoire, parce que cette mémoire n'a pas eu de place dans la société française. Donc ça m'apporte beaucoup de satisfaction. D'abord quand je rencontre les témoins, ce sont des vraies rencontres. Quand je suis avec elles, l'écoute de leur épisode, elles me racontent ce que ce podcast a produit dans leur famille ou de leur environnement. Et c'est assez extraordinaire, elles sont toutes épatées parce qu'au départ elles avaient quand même un petit peu peur de prendre la parole. Et puis Marie-Jeanne par exemple m'a dit, mais dans mon village, parce qu'elle dit que dans le podcast elle n'a pas de racines, elle n'a pas d'enracinement, et c'est caractéristique de beaucoup de Pieds Noirs. Et elle me dit, des gens de mon village sont venus me voir pour me dire, mais nous sommes vos racines en fait. Donc ça produit dans des familles, il y a des petits-enfants qui ont poser des questions à leur grand-mère. Ça suscite une vague, des cercles de réactions, etc. Et France, par exemple, me dit, moi, depuis 60 ans, on ne me pose pas de questions sur mon histoire. Elle a été mariée, elle, en tant que femme pied noir, venue jeune en métropole, mariée à un Français de métropole. Et elle me dit, pendant 60 ans, on n'a pas posé de questions. Et là, tout d'un coup, elle aimerait que ce podcast... Alors, on a fait une première saison. Évidemment, vous avez envie d'en faire une seconde et il y a plein d'idées, même si ce n'est pas toujours facile de trouver des témoignages. Comment vous envisagez la suite? Comment on peut vous aider? De quoi vous auriez besoin? Je crois que vous avez lancé peut-être une campagne de crowdfunding pour financer la saison. C'est quoi l'avenir de ce podcast? Pour moi, dans ma vision, c'est de faire une douzaine de récits de vie, de constituer, de créer une douzaine de récits de vie. Et ce, sur un an et demi, j'en ai déjà 5. Je lance une campagne de crowdfunding sur LOASO pour trouver de nouveaux financements, parce qu'un podcast représente un certain budget. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Il y a un très gros travail de montage pour reconstruire le récit à partir d'un enregistrement d'1h30, 2h. On reconstruit un épisode qui fait 20 à 30 minutes. Donc il y a un gros travail de montage, et j'aimerais que peut-être des Pieds Noirs ou des descendants de Pieds Noirs ou des gens qui s'intéressent à des histoires d'exil, parce que l'exil c'est un peu universel, et on voit que tous les exils actuels réactivent la mémoire, l'émotion des Pieds Noirs. Oui, c'est un sujet qui malheureusement est à la fois universel et d'actualité. Donc ça concerne finalement beaucoup de monde. Tout le monde peut se retrouver une partie de son histoire ou de l'histoire de ses parents dans ce podcast. Et c'est pourquoi je fais appel au crowdfunding, pour aller plus loin et pour donner encore plus la parole à des Pieds Noirs, encore plus de Pieds Noirs en fait. Eh bien écoutez, c'est pour ça aussi qu'on avait plaisir à vous rencontrer, à vous entendre parler de ce podcast, qu'on suivra avec attention. On en diffusera peut-être des bouts d'ailleurs sur la plateforme Lyon Positif, si c'est quelque chose qui peut être utile et agréable. Merci beaucoup Nicole Gudicelli d'avoir été avec nous. Et puis quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.